as 6 joueurs niçois qui veulent à tout prix récupérer le ballon dans une zone dangereuse. Tu vois, c'est une vraie prise de risque. Et est-ce que tu penses qu'il va faire ça au Vélodrome ? Ce serait la bonne idée, ce serait logique de le faire, surtout en allant sur Brassier, tu vois, qui a énormément de mal à la relance depuis qu'il est arrivé. Est-ce que tu le tentes ou pas ? Alex, c'est toi le coach. Alors, moi, je suis youtubeur. Je vais rester à ma place. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous les amis, c'était long, c'était très très long, quasiment 15 jours d'attente avant de retrouver la Minute Tactique face à l'OGC Nice. Les amis, c'est une Minute Tactique exceptionnelle. J'ai la chance, l'immense honneur d'accueillir un guest de très 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 haut niveau les gars. Je ne tease pas plus longtemps, mais avant ça, j'ai mon compadre de toujours, mon ami El Gringo. Comment il va mon ami ? Eh ben, écoute, je suis doublement content d'être là aujourd'hui parce que, l'attente a été très longue, comme tu l'as bien dit, et de deux, parce que on a un invité de grande marque et ça annonce une émission de qualité aujourd'hui. Ah là, on a du lourd, on a celui qu'on surnomme l'amigo. Notre amigo, Alex de Castro. Comment il va, mon ami ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et pour les éloges. Ça met un peu de pression quand même. Ah non, mais là, ça il y a fait du plaisir. niveau. Merci beaucoup. Là, tu es dans l'équipe de la Ligue des Champions. Cette année, pour l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, on voit des grandes choses qui vont arriver. Il y a 2 grands coachs. Il y a pas mal de changements qu'il y a eu à l'OGC Nice. Bon, Alex, déjà, juste avant tout ça, parle-nous un peu de ton actualité. T'en es où en ce moment ? Oh bah, la routine. Toujours mes petites vidéos sur YouTube. Je fais un petit peu plus de vidéos maintenant aussi, des petits formats courts sur Instagram, sur TikTok, toujours sur l'actualité du foot. Bien sûr, je suis plus généraliste, par contre, je suis pas spécialisé OM, non, désolé. Mais voilà, je me fais plaisir en tout cas. Je commence ma 6e année maintenant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout se passe très bien. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. J'ai vu ta vidéo sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Tu l'as fait au tout début de l'été. Ouais. Bon, tu as bien compris que Pablo Longoria, ça n'existe pas, où tu gardes 7 ou 8 joueurs dans une équipe de l'Olympique de Marseille. Ça n'existera jamais. Oui, Chaque non, année. Avoir de la continuité avec Longoria, c'est pas possible, je pense. Vraiment, il meurt s'il y a de la continuité. Après, vous avez des noms très sympas. Moi, quand j'ai vu arriver Pierre-Emile Højbjerg, j'ai fait ah ouais, quand même. C'est comme l'année dernière quand vous faites signer Pierre-Emerick Aubameyang. Je dis oh, quand même. Tu les vois jamais venir ces transferts-là. C'est quand même excitant à chaque fois. Vous avez quand même de la chance quelque part. Au moins, vous vous ennuyez pas. Ah, et pour ça, on s'ennuie pas du tout. En plus, je sais pas si tu as vu, Wesley Fofana aurait pu venir cet été pendant le mercato. Donc, ouais, c'est vrai. J'ai vu passer ça. En fait, avant de parler de l'OGC Nice et de ce qui s'est passé cet été, l'Olympique de Marseille, il a cette force et cette attraction que peu importe ce qui s'est passé l'année précédente, l'ego de l'être humain, du footballeur, de l'entraîneur, il a envie de venir se challenger et venir à Marseille. C'est ça la réalité. Et chacun veut dire je vais réussir. Je vais réussir. Alors parlons un peu de l'OGC. Fofana, il est de chez vous de base. Ah oui. Forcément, ça doit jouer. Ouais, ça joue. En tout cas, Alex, j'ai envie que tu nous présentes cette OGC Nice version 2024-2025 parce qu'il y a énormément de changements. Ineos, Manchester, OGC Nice. On vous a vendu un champion project aussi depuis 2019, pas encore de qualif en Ligue des Champions. Parle-nous de tout ça. Oh là, par où commencer? C'est très vaste comme sujet. Alors, on peut commencer par la plus grosse crainte qu'on a eue ces derniers mois, effectivement, avec le rachat partiel donc de Manchester United par Ineos. Et effectivement, on s'est dit, ok, est-ce que nous aussi, on va être mangé par un géant de Première Ligue, un peu comme le fait Chelsea avec Strasbourg, par exemple? On s'est dit, est-ce qu'après toutes ces années de promesses à moitié tenues, est-ce que dorénavant, on va servir de pépinière à Manchester United? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin puisqu'on n'a fait strictement aucun mouvement avec Manchester United cet été. Le seul qui aurait dû avoir lieu, c'était le transfert de Jean-Claire Todibo qui était déjà à peu près bouclé. Sauf que comme on joue la même compétition européenne que Manchester United cette saison, l'UEFA a mis son veto, ils n'ont pas pu le faire, donc du coup il est parti à la Juventus. Mais à part ça, on ne s'est pas retrouvé avec 4 jeunes de la réserve de United prêtés et obligés de jouer tous les week-ends. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, tout va bien. On avait des craintes également au niveau du budget. C'est vrai que le budget mercato alloué n'a pas été énorme. On est sur du 15-20 millions d'euros à peu près dépensés cet été.
De bas, ça devait être 30 et quelques, sauf que il y a l'affaire de la Ligue 1 qui a explosé, les droits télé qui, eux, n'ont pas explosé, du coup, sont passés par là. Ce qui fait que l'enveloppe a été quelque peu réduite. Donc, du coup, on se pose des questions. Est-ce que Ineos a réellement envie, finalement, de faire quelque chose de très, très, très sérieux? Mais ceci dit, moi, j'ai tendance à nuancer avec le fait que, certes, on n'a pas eu une enveloppe transfert délirante, mais par contre, on a eu une masse salariale quand même assez conséquente pour faire venir des Jonathan Klaus, pour faire venir des Tanguy Ndombele. C'est pas des joueurs que tu payes une misère chaque mois. Il y a quand même une assez grosse masse salariale. Les gros salaires, certains sont partis, d'autres sont encore là. Je pense par exemple à Gaëtan Laborde, à Terem Moffi. Donc on a quand même une équipe, un groupe qui a quand même une certaine valeur. Et je pense que même si on a des moyens réduits par rapport à ce qu'on a pu avoir sur d'autres saisons, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1, et surtout en ce moment, qui aimeraient bien avoir les finances actuelles de l'OGC Nice. Mais vous n'êtes pas concerné, je crois. Mais tiens, pendant qu'on parle mercato, vous avez pris des joueurs confirmés. Jonathan Klaus, international français. Tanguy Ndombele, même si on connaît ses écarts athlétiques, parce qu'en termes Ouais. en termes de talent pur, c'est l'un des très très bons joueurs qui a une belle carrière, mais qui aurait pu faire tellement plus. Tout à Et fait. par contre, vous avez tenté des coups. Abdelmomen, Bombito, Ouais. surtout Bombito, hein, c'est un top prospect qui joue au Canada, mais qui joue avec un joueur MLS. marseillais. Ouais, qui joue en MLS, qui joue avec. Il est canadien, mais il joue en MLS. Il joue en défense centrale avec Cornelius. Tout Donc à fait. il forme la paire. Et vous avez tenté des coups. Moukoko, qui devait venir à l'OM. Ouais. Et Vous l'avez pas finalement, fait, et finalement, c'est nous qui en avons profité. Prêté avec une option d'achat à 18 millions d'euros, et je crois que c'est pas pour la totalité des droits, donc c'est quand même assez cher. Hein. On va voir ce que ça va donner. Bon, déjà là, il y a un prêt, mais je crois qu'il s'active automatiquement selon un certain nombre de matchs joués, tout ça. Il y a quand même une prise de risque qui a été faite sur ce transfert, mine de rien, même si c'est un prêt. Je suis très curieux. Je suis très curieux. J'imagine que je dois avoir la même réaction que vous avez eu au moment où Moukoko était annoncé chez vous. Où c'est vrai que c'est un nom qui nous fait un petit peu kiffer, qui nous fait un petit peu rêver, parce qu'il a été annoncé comme l'une des grandes pépites du football européen. Ça joue au Borussia Dortmund à 16 ans, je crois, déjà international allemand. Bon, c'est sûr que sur le papier, si tu arrives à le relancer, c'est hyper intéressant. Après, on peut se dire aussi, si le Borussia Dortmund n'y croit plus, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi, quoi. Pour être transparent avec toi, on avait fait une vidéo de présentation, comme on le fait pour chaque recrue, en anticipant un petit peu pour Moukoko. Bon, du coup, forcément, on ne l'a pas sorti parce qu'il n'a pas signé. Mais notre intervenant spécialiste de Dortmund était très élogieux. Et il nous avait même pas mal hypé avec Bilal. On s'était dit ça à la fin de la vidéo. Donc à voir, mais il faut savoir que du côté des supporters, il y en a quand même, c'était assez mitigé. Il y avait quand même pas mal de supporters qui pensaient qu'il n'avait pas vraiment eu sa chance et que c'était quand même un très très bon joueur. et que Ouais, c'était vraiment après. son profil. C'était vraiment son profil qui posait problème, parce que Dortmund cherchait toujours un point d'appui, que ce soit avec Haaland, que ce soit avec Haller, que ce soit avec Füllkrug. Finalement, ils ont toujours joué avec des points d'appui. Et donc, Moukoko, il payait un petit peu son manque de gabarit. Ça se tient. Mais lui, il nous disait, c'est vraiment un joueur avec un énorme potentiel. Et s'il est dans un club avec un entraîneur qui a confiance en lui, et c'est là où je veux en venir avec toi, Alex, la star de Nice cet été, c'est Francaise, ou pas? Ah bah oui, clairement. Le gros coup, c'est Francaise. Franchement, on l'a pas vu venir. On sort d'une saison réussie, on va dire, d'un point de vue classement, d'un point de vue résultat, d'un point de vue du jeu. Ça avait été pas spécialement emballant. On avait ces rumeurs donc enfin pas ces rumeurs, le rachat de Manchester United. On se dit bon voilà, comme je disais tout à l'heure, à quelle sauce on va être mangé? Est-ce qu'Ineos va encore s'intéresser à nous ou pas? Et là derrière, on va nous chercher Francaise et Florian Maurice en tant que directeur sportif également. Hein. C'est quand même une pointure en Ligue 1 dans ce poste-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a assez vite rassuré, très clairement. Et puis on le voit, il a l'air d'être parfaitement heureux d'être ici. Les idées commencent déjà à se voir sur le terrain, même si je pense qu'aujourd'hui, l'OGC Nice est encore très très loin de sa forme finale. Je pense que c'est une équipe qui est peut-être à 60% encore, hein, pas plus. Mais en tout cas, pour l'instant, Francaise, clairement, ça fait l'unanimité. Hein. Et ce début de saison côté niçois, on a sorti un petit peu les matchs amicaux et le début de saison, notamment le premier match face à Auxerre. Il donne quoi pour toi ce début de saison
Comment tu le ressens? Il est quelque peu poussif, je dirais. On sent que c'est une équipe qui s'est constituée un petit peu sur le tard. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés en fin de mercato. Mohamed Abdelmonem, comme tu en parlais tout à l'heure, par exemple, c'est un transfert qui était bouclé, mais assez rapidement, mais qui a mis des semaines à cause du visa depuis l'Égypte, tout ça, ça a été assez compliqué. Bombito, ça a été une opportunité aussi de fin de mercato. Comme Moukoko, de base, Bombito, c'était quelqu'un qu'on annonçait fortement du côté de l'OL, ça s'est pas fait. Finalement, c'est l'OGC qui a pu en profiter derrière. Comme le budget était assez restreint, Nice a dû travailler un petit peu sur les opportunités. S'est montré patient, ce qui fait que sur les matchs amicaux, on a vu une équipe vraiment très très expérimentale et en plus on voyait que physiquement ça n'allait pas du tout. Généralement dès la 60e minute l'équipe était complètement crevée, vraiment il n'y avait plus rien. Et sur les premières rencontres, ça s'est senti également. Mais on sent une montée en puissance. On sent que ça va quand même de mieux en mieux. Mais même face à Angers, même lors du carton 4-1 contre Angers, en deuxième période, on a senti quand même un coup de moins bien. C'est juste que ils ont réussi à se montrer efficaces, même dans cette période compliquée. Bah, c'est bien, tu nous fais la passe décisive magnifique. Alors, le match d'Angers, on l'a vu, revu et re-revu avec Naïm. L'avantage, c'est qu'on a vu le match d'Angers, on a vu le match de Toulouse. Bon, je ne peux pas appeler ça un match de foot, le match de Toulouse, vu le terrain dans lequel ça s'est pratiqué. Ouais. Mais ça y est, c'est bon, ils ont changé la pelouse. Alléluia. Exactement, mais tu as visé juste sur une chose, c'est même quand on sortait les stats, la première mi-temps versus la deuxième mi-temps, tu as toujours un gros coup, tu as un gros creux, et tu verras, on l'a bien montré sur la notion du bloc haut, du bloc bas, en fonction du match. C'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Ah ben voilà, écoute, là on a démarré. Ouais, c'est ça. C'est vrai que la montée en puissance, elle se voit à la fois par les résultats, parce que vous avez fait défaite, match nul, victoire, mais aussi effectivement par le contenu. Auxerre a été, on peut même dire qu'Auxerre a été dominateur, que la victoire n'est pas imméritée pour Auxerre au premier match, même s'il arrive sur une action un peu anodine en fin de match. Le match contre Toulouse, Bilal l'a bien dit, c'était assez cadenassé. Il y a eu quand même beaucoup de mieux dans le dernier match face à Angers. Et donc nous, ce qui nous a vraiment marqué, c'est la manière dont le système se déforme. Et en réalité, finalement, même s'il y a plusieurs schémas en cours de match, on se retrouve assez souvent avec un 3-4-3. Et la particularité de ce 3-4-3, c'est que les deux ailiers, c'est Melvin Barr et Jonathan Klaus. Ce sont ceux qui sont censés être les latéraux au début sur la composition. Et là, on le voit bien avec ce carré qui se forme au milieu, avec une pointe haute qui est Bounani, une pointe basse qui est Bounani. Je confonds toujours les deux noms. J'ai toujours des difficultés. Boudaoui et Bouanani. Boudaoui, c'est le milieu défensif. Bouanani, c'est l'offensif. Et Ndombele qui est sur le côté de ce système dans le losange du milieu du terrain. Et ce qui est flagrant, c'est que par moment, alors là, ce qu'on a mis en évidence, c'est le fait que la montée de Melvin Barr qui joue, là, il est quasiment à la hauteur de Guessant, et ça a ouvert tout un espace sur le côté gauche dans lequel s'est engouffré Ndombele. On sait que Ndombele, s'il a des lacunes physiques, dont on reparlera, c'est quand même un joueur très très intéressant avec le ballon, et en particulier pour sortir les ballons de l'arrière et avaler les kilomètres avec. Et là, on voit, il utilise cette zone libre pour se rendre disponible. Et là, on a mis en évidence les pistons qui sont très, très hauts. Et là, cette image, elle est encore plus flagrante. La ligne, elle est vraiment droite. Ils sont au niveau de Guessant, que ce soit Barr ou Klaus. Et donc, on voit là, encore une fois le 3-4-3 qui est bien constitué, mais avec cette particularité qui fait que les latéraux sont très hauts. Donc, est-ce que pour toi, vraiment, le but, c'est ça, c'est vraiment de libérer les latéraux? Est-ce que quelque part, c'est eux le principal danger offensif, qui est paradoxal, de l'OGC Nice? Principal danger, alors je dirais que le principal danger au niveau des pistons, c'est votre ami Jonathan Klaus. Melvin Barr, offensivement, il a quand même quelques lacunes, même s'il se projette pas mal et il fait du mieux qu'il peut, mais c'est vrai que c'est plutôt un arrière latéral de défense à 4 et plutôt bagarreur défensif. Il sait se projeter, mais voilà, c'est pas un excellent centreur, c'est pas quelqu'un qui fait des grandes différences, mais il fait le boulot. Il fait le boulot et il progresse, il est encore jeune. Mais Klaus, on le voit en ce début de saison, il a déjà un impact, notamment sur l'aspect offensif assez impressionnant. Mais je ne dirais pas que ce sont forcément eux les armes principales, parce qu'on a quand même des joueurs aussi dans les demi-espaces
qui sont extrêmement intéressants. Ça peut être Jérémy Boga, même s'il a été pas mal blessé en ce début de saison, mais qui a fait une super entrée là contre Angers et qui certainement sera titulaire, je pense, contre l'OM. Mohamed Ali Cho également, qui a marqué contre la JOCR et qui montre de bonnes choses. Là, on l'a vu la dernière fois également avec Badreddine Bouanani. Et ce sont des joueurs qui sont assez explosifs et qui se retrouvent dans le cœur du jeu. Ça, c'est assez intéressant. C'est la question que j'allais te poser, Alex, quand on reprend sur la vidéo. Mohamed Ali Cho, à la base, c'est quand même un joueur, c'est du 1 contre 1. Donc très très fort dans le 1 contre 1, très explosif. Oui. Mais je le vois très régulièrement venir décrocher très très bas, permettre à Jonathan Klaus de réellement dédoubler avec lui. Si on se souvient du but contre Toulouse, c'est le but refusé contre Toulouse, hein, ou non, c'est le but tout court contre Toulouse. C'est Mohamed Ali Cho qui vient décrocher et qui fait un appui sur Jonathan Klaus. Et Jonathan Klaus qui part comme une fusée, Mohamed Ali Cho qui lui remet après la profondeur, Jonathan Klaus qui frappe entre les jambes. Alors, il me semble que c'est Boudaoui qui combine avec Jonathan Klaus. Ah, c'est Boudaoui qui finit, c'est pas Cho. Mais Cho, je l'ai trouvé excellent contre Toulouse. Ça a été un poison. Boga, quand il est rentré, comme tu dis, contre Angers, alors là, il fait une rentrée. Alors, je ne sais pas si Angers était venu en short de bain ou en claquette, les défenseurs centraux, mais tu ne peux pas laisser 45 mètres à un joueur à 10 contre 11 après avoir revenu à 2-1. Je veux dire, c'est une faute professionnelle ce que fait Angers sur le but de Guessant. C'est sûr. Mais je suis d'accord c'est avec assez toi. intéressant parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de faire des vidéos un peu mercato idéal, essayer de me projeter. Et dès que Francaise est arrivé, je m'en suis donné à cœur joie. Et je me suis demandé ce qu'il allait faire de ses ailiers. Qu'est-ce qu'il allait faire de Mohamed Ali Cho? Qu'est-ce qu'il allait faire de Jérémy Boga? Puisque ce ne sont pas des joueurs qui rentrent dans son système de jeu habituel. On se souvient par exemple l'année dernière, il jouait avec des milieux de terrain. C'était des 8 de base, hein, les Thomasson, les Fugini, qui se retrouvent donc dans ces demi-espaces derrière l'attaquant. Ou alors il peut jouer avec 2 pointes et un numéro 10, sauf qu'on n'a pas de numéro 10. Je me suis dit, soit ils vont vendre tout le monde et recruter plein de joueurs façon Longoria, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et au final, il a adapté ses ailiers. Il nous a inventé le faux ailier dans un 3-4-3. Et pour l'instant, ça marche. Ça m'étonne parce que pour moi, un ailier, comme tu l'as dit par exemple pour Mohamed Ali Cho, c'est quelqu'un de très fort en 1 contre 1. C'est quelqu'un qui a besoin de dévorer les espaces, qui a besoin d'avoir le jeu un petit peu devant lui. Là, il se retrouve quand même assez haut, dans le cœur du jeu, dans la densité. Ça m'étonne, mais ça marche. Après, il va falloir se poser la question aussi peut-être de l'opposition. C'est vrai que les oppositions n'ont pas été de très grande qualité. Est-ce que ces joueurs-là, qui n'ont pas en théorie les caractéristiques pour être dans la densité, comme tu l'as dit, dans le cœur du jeu, pour jouer dans des petits périmètres, est-ce qu'ils vont s'en sortir face à une équipe plus forte avec des meilleurs milieux de terrain en face? Donc ça sera clairement toute la clé de la suite. Mais je suis quand même assez surpris et comme le disait Bilal, il a fait un très bon match contre Toulouse, mais surtout quand il était en position d'ailier, quelque part. Vraiment, là où il a fait mal à Lichot, c'est quand il était haut, quand il était en position d'éliminer. Pour l'instant, dans le cœur du jeu, on ne l'a pas vu non plus être capable de faire des choses extraordinaires. Donc ça va être un peu une des clés. On en a plusieurs à te proposer pour le match, mais ça va être une des clés clairement du match de samedi. Là, ces deux joueurs-là, quand ils seront dans le cœur du jeu, est-ce qu'ils auront l'espace et la capacité d'aller vers l'avant et de mettre en avant leur qualité? Donc ça, c'était vraiment une clé importante Juste avant, Naïm, juste avant de lancer l'autre vidéo, tu as cité donc les deux joueurs comme potentiels. Donc tu parles de la facilité que peut avoir Franck Hez à donner des consignes à des joueurs où c'est pas leur poste de prédilection. Il y a un autre joueur qui pour moi est un excellent milieu récupérateur à la base, qui est venu chez vous, qui est venu de Turquie. Donc le nom est imprononçable, je vais dire Youssouf, pour parler de Youssouf, qui là dans la défense à 3 est pour moi le joueur le plus performant sur le match de Toulouse et même sur le match face à Angers. Je l'ai senti très 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 costaud alors que c'est pas son poste du tout de prédilection. Et là c'est pareil, nouveau poste, nouveau système, nouveau schéma. Est-ce que tu penses que c'est l'homme fort toi de la défense à 3 ? C'est pas une totale nouveauté non plus. En Turquie, il avait déjà pas mal joué en défense centrale également. À Nice, il avait déjà dépanné pas mal de fois en défense centrale, notamment dans une défense à 3. Pas forcément axe droit, on l'avait souvent vu plein axe pour pouvoir remonter en tant que milieu défensif sous Farioli. Il avait un rôle un peu hybride, c'était assez intéressant. Là, il passe central droit et selon les dires de Francaise, apparemment, c'est le poste auquel il a envie de jouer. Donc, c'est pas une grande surprise.
On l'avait déjà vu, on connaît ses qualités. C'est pas une grande surprise de le voir performant. On avait plus des doutes, un peu comme pour Ndombele. On se demandait physiquement, parce qu'il y a quelques bruits qui courent, comme quoi il n'est pas toujours super sérieux sur la diététique. Il y a eu quand même pas mal de blessures également depuis qu'il est arrivé. Mais c'est un joueur, quand il est à 100%, par contre, c'est assez impressionnant. Il a des qualités physiques assez au-dessus de la moyenne. Ça, c'est assez évident. Et balle au pied, c'est pas un peintre non plus. Donc, dans la défense à 3, c'est bien. Puis en plus, c'est notre principal point faible, la défense aujourd'hui, il faut le dire très clairement. Ça a été le plus gros chantier. C'est-à-dire que avant, on jouait avec deux défenseurs centraux. Sur ces deux-là, on a Dante qui a 40 ans et Jean-Claire Todibo qui est parti à la Juventus. Et là, on s'est dit, ok, maintenant, on va passer à 3 derrière. Donc, il a fallu recruter massivement et en quantité et en qualité. Donc là, Youssouf qui redescend d'un cran, c'est plutôt intéressant. Et ils sont allés chercher donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Bombito, Abdelmonem, Dante qui est là plutôt dans un rôle de central gauche du coup. On a le jeune Antoine Mendy également de la formation qui est assez prometteur, mais on le sent notamment contre Auxerre, on l'a senti encore un petit peu tendre. Surtout que de base c'est plutôt un arrière latéral droit. Donc il y a encore pas mal de boulot. D'ailleurs, je ne serais pas étonné, c'est vrai que là on a beaucoup parlé donc, d'un certain schéma de jeu, mais c'est pas impossible qu'on passe à 3 au milieu contre vous, histoire justement de se densifier un petit peu, de se solidifier un petit peu, parce qu'avec l'absence d'Hicham Boudaoui, l'état physique d'Ndombele, qui certes commence plutôt bien, mais qui n'est pas à 100% encore de ses capacités physiques, ça se voit. Je ne sais pas si Francaise va oser dans un match face à une grosse opposition comme celle-là, aligner un double pivot avec Ndombele dedans. Ça risque d'être un petit peu léger. Donc ça m'étonnerait pas qu'on se retrouve plutôt avec un milieu à 3, avec un Rosario qui repasserait titulaire et Ndombele qui jouerait un cran plus haut, comme on avait pu le voir contre Toulouse. Sur la deuxième mi-temps. Ouais, bon, il y a deux choses par rapport à ce qu'il a dit. Déjà, la première, c'est triste de se dire que votre défense centrale, c'est votre point faible, sachant qu'il y a 3 ans, vous avez une défense centrale Saliba, Todibo. Donc, je ne sais pas si c'était possible de faire beaucoup mieux que ça. Et, la défense qui est... Alors, sur le papier, elle était assez incroyable, mais ceci dit, pour avoir vu ça de près, le Saliba que vous avez eu à l'OM la saison suivante, c'était pas exactement le Saliba qu'on avait, parce que nous on l'a récupéré au moment où il fallait vraiment le relancer, c'est-à-dire qu'il avait plus de rythme, il arrive en cours de saison, certes il nous a fait du bien, mais par exemple il tenait pas forcément la comparaison avec Todibo qui lui était arrivé et qui en avait imposé d'entrée, et Saliba après derrière il a complètement explosé, mais ceci dit sur les dernières saisons la meilleure défense de Ligue 1 à chaque fois c'est Nice, et dans Todibo ça a été une régalade, hein. Et je pense que Todibo était le meilleur défenseur central de France l'an dernier, avec Balerdi juste derrière. Je pense que c'était les 2 meilleurs centraux. Ah oui, il est parti à West Ham, il n'est pas parti à la Juve, non? Il est parti à West Ham, Todibo. Oui, j'ai dit la Juve tout à l'heure. Il devait partir à la Juve, il est parti à West Ham, excusez-moi. Il va finir à Manchester, tu le sais, hein, c'est juste une porte de sortie. On lui souhaite. Et tu vois, tu as parlé et Kefren Thuram est parti à Juventus, pardon. Et tout à l'heure, tu parlais de l'état physique. Et Naïm, on va le voir sur la prochaine vidéo. Et là, c'est assez flagrant. Regarde bien, Alex, Naïm, on a mis le chrono. On a mis le chrono à 11 minutes 22. Tu mènes 1-0 sur le corner sur la tête de Youssouf. Un magnifique corner de Klose. Et en fait, on s'est rendu compte que le système, comme nous, on a pu l'avoir sous Tudor, ou la récupération de balles en moins de 5 secondes, ou même aujourd'hui avec Roberto De Zerbi, avec un pressing très très haut, ben là, 11e minute de jeu, j'ai déjà vu, je cherche son nom, j'ai déjà vu Ndombele, les mains sur les genoux, après une première accélération, bloc bas, et là, tu suis bien le chrono, il est 11 minutes 24, il y a 1-0 pour Nice. Et tu vas voir, Naïm, le bloc bas, pendant 30 secondes, il n'y a quasiment aucun pressing niçois. On laisse le ballon à Angers en mode, on a besoin de souffler, on est dans le dur. Et alors, regarde, 11 minutes 46, tu vas voir 11 minutes 58. Et là, il y a eu un premier pressing d'Evan Guessant et le gardien angevin a dégagé. Donc, pendant 30 secondes, Angers n'a eu strictement aucun pressing de la part des Niçois. Donc, la question qu'on se pose avec Naïm, c'est est-ce que c'est énergivore le système mis en place par Francaise, ou alors
et ça tu en as parlé en préambule, ou alors est-ce qu'athlétiquement ils ne sont pas capables de presser, de faire un gros pressing comme nous on l'a connu avec Tudor, ou comme avec De Zerbi, déjà on commence à le ressentir aussi avec De Et Zerbi. comme on l'a vu au RC Lens ces dernières Ouais, saisons. avec Francaise, avec un Seko Fofana. Quelque part, Ndombele, c'est le rôle de Seko Fofana, sauf qu'il n'a pas le côté athlétique de Seko Fofana. Donc voilà, est-ce que toi aussi, voilà, tu ressens ce besoin de souffler très tôt dans le match? Oui, ils sont directement en fait en gestion. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas jouer à haute intensité pendant 90 minutes encore. Vous nous prenez au meilleur moment, hein, vraiment. Enfin, honnêtement, moi je suis assez. Même si on sort d'une très belle performance, mais c'était contre Angers, un promu en début de saison. Mais là, concrètement, je pense pas qu'on soit en mesure de faire une grande performance face à vous. Enfin, pour moi, vous êtes très très largement favori. Vous êtes déjà beaucoup plus au point, je trouve, sur ce début de saison. Et en plus de ça, vous avez un système de jeu qui va clairement nous emmerder, puisque vous êtes capable de presser haut. Nos sorties de balles sont pas encore parfaites, ça aussi. Je veux dire, les sorties de balles sous Franquet, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas demander à une défense centrale qui n'a même pas encore été installée. En plus, là, Bombito qui se fait suspendre. Donc, ça va être peut-être Adel Nonem qui va jouer son premier match titulaire qui va être là. Tu peux pas leur demander d'avoir des sorties de balles parfaitement dosées, parfaitement rythmées et de prendre du risque face à une équipe comme l'OM de De Zerbi qui s'est pressé haut. Donc, très honnêtement, moi, je suis assez pessimiste pour mon équipe, hein, on va le dire très clairement. Ouais, en fait, c'est vraiment le gros sujet qu'on a eu avec Bilal toute la semaine pendant la préparation d'ailleurs. Donc là, on voit que c'est la 50e minute, 2-0 à Angers. Donc, quand même, dans l'idée, la possibilité de faire très mal à l'adversaire. Mais là, tous les Niçois sont dans leur moitié de terrain. Donc, ça rejoint totalement ce qu'expliquait Bilal. Et la question, voilà, là, on le voit, hein, c'est assez impressionnant de jouer aussi bas pour une équipe qui est quand même qui mène au score et qui est largement supérieure à son adversaire. Donc sûrement pour les raisons physiques, hein, que tu évoquais. Mais du coup, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir qu'est-ce que va faire Francaise au Vélodrome. Et tu vois, tu disais peut-être qu'il va renforcer le milieu. Moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'il va pas faire exactement en fait ce qu'on a vu sur ces vidéos-là. Et c'est ce qu'a fait Toulouse, c'est ce qu'a fait Reims. En fait, moi, j'ai l'impression que le match de Brest a peut-être un peu traumatisé certains entraîneurs de Ligue 1 qui pourraient être ambitieux et qui ne le seront pas contre l'OM, en voyant une équipe qui a essayé de jouer, qui a été incroyablement punie, qui en a pris 5 à domicile. Bon, je pense que Reims et Toulouse auraient joué de la même manière de toute façon parce que ce sont des équipes Ligue 1. Voilà, l'équipe Ligue 1, le bloc, c'est bas, ça ferme les espaces et ça joue les contres. Mais des équipes qui ont un entraîneur ambitieux comme Francaise, on peut s'attendre à ce que ce soit différent au Vélodrome, mais du coup, moi, je me dis qu'avec le match de Brest, ce ne sera peut-être pas le cas. Moi, je pense que je peux me tromper, parce que quand même, Hayes est un très bon entraîneur et il est capable d'aller chercher, de jouer plus haut. Mais je pense que ce qu'on a montré en évidence là, c'est ce qui va se passer, c'est que ils vont se mettre très bas, ils vont pas vouloir se faire aspirer par le jeu de Zerbi et risquer de trouver des joueurs comme Greenwood dans le sens du jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses quand même que, par exemple, parce qu'on a vu aussi que sur les 6 mètres, typiquement, ils pressaient souvent très haut, est-ce que tu penses qu'ils vont quand même le tenter ou est-ce qu'ils vont se faire bloc au milieu du terrain et tenter de punir l'OM sur les paires de balles? Ouais, je pense que tu as tout dit. Autant, je pense pas qu'on aura cette approche-là au match retour avec une équipe qui sera cette fois bien en place, bien lancée, qui aura du rythme. Voilà. Là, en ce début de saison, en plus avec le peu de points qu'on a pris, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a pris peu de points sur ce début de saison, notamment cette défaite à Auxerre qui fait mal d'un point de vue comptable. Aller tenter un coup au Vélodrome. Après, il y a cette trêve internationale, ça va peut-être leur faire du bien également. Ça, c'est l'inconnu, mais c'est vrai que moi, je me base sur ce que j'ai vu et ce que vous avez vu, et apparemment, on a vu la même chose. Ça serait très étonnant qu'on voit un OGC Nice pressé très haut, hyper offensif, hyper explosif, comme on a pu le voir sous Francaise. Parce que Francaise, moi, c'est quelque chose que j'apprécie chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a certes ses idées de jeu, il a toujours des grandes lignes, ça se voit. Son 3-4-3, voilà, sa défense à 3 elle sera toujours là, ses pistons seront toujours prépondérants. Devant, ça peut switcher à 2 attaquants, un numéro 10 ou deux numéros 10, on va appeler ça comme ça, et un attaquant de pointe. Il y a des petites modifications. Le bloc, mais globalement, c'est toujours les mêmes idées de jeu. Et après, là où il va s'adapter, c'est justement par rapport à la hauteur de son bloc et ce qu'il va demander à son équipe. Et là, à l'heure actuelle, je pense qu'il
je pense que c'est même pas une question d'avoir peur ou quoi que ce soit, c'est juste la question que ça serait pas très réaliste. Mais après, encore une fois, moi, j'ai pas les données GPS à l'entraînement. Peut-être que là, pendant la trêve internationale, certains se sont reposés, qu'ils ont réussi à mieux, certaines recrues se sont un petit peu mieux adaptées également, et que S va sentir qu'il peut proposer plus. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas la tendance. Vous avez en plus fait un match amical contre Ajaccio. J'ai vu Moukoko qui a marqué son premier but et quasiment le deuxième. Et il y a un joueur qui s'est blessé. Après, on fera le point sur les blessures et tout. Il y a un joueur qui s'est blessé. Et je pense que c'est après. On va parler des deux hommes forts qu'on a ciblés, mais on voulait revenir sur le but de Boudaoui. Parce que je me suis rendu compte quand même, avec Naïm, on s'est rendu compte que cette phase de pressing coordonnée sur les 6 mètres, c'est quelque part la marque de fabrique de Franck Hez, et la prise de risque, elle est là, parce que c'est une phase arrêtée, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour lui d'aller presser Naïm. Ouais, c'est ce qu'on avait un peu teasé juste avant en parlant du bloc bas, en disant que quand même sur les phases arrêtées, ils étaient capables d'aller presser haut. Ben, là, c'est assez explicite. On a quand même 5 joueurs en position très très haute. La plupart sont vraiment très proches de leurs joueurs. Ndombele est très proche de son joueur. Ça m'a vraiment surpris. Il a fallu que je regarde 3 fois pour vérifier que c'était bien Ndombele qui collait son joueur. Et en fait, du coup, le joueur angevin qui reçoit le ballon se retrouve vite avec une seule possibilité de passe facile, c'est le joueur sur le long de la ligne de touche. Mais, sauf que ce qu'on va voir, c'est que Jonathan Klaus l'a très bien lu. Il a parfaitement anticipé cette action-là. Il va passer devant et récupérer le ballon, ce qui va lui permettre, après un appui dans l'axe sur Ndombele, qui, justement, là, dans la densité, dans le petit périmètre, est très bon et réussit ce décalage. Après, il y a un petit peu de réussite sur la frappe, mais ça fait but, ça fait 2-0, et c'est aussi le danger qui menace l'OM, malgré tout, si, je dis bien si, il décide de presser haut, ce dont je ne suis pas encore totalement convaincu, sur les phases arrêtées. C'est un vrai risque, parce qu'on sait que on a Bellardi qui est absent, donc notre meilleur relanceur, et que on a des joueurs comme Brassé, comme Cornelius, même si on sent que Cornelius a énormément de qualité, et ils sont nouveaux, ils ont montré un peu de fébrilité sur les premiers matchs. Donc ça, c'est quand même un des risques qui nous attend pour le match de samedi. Ouais, et Alex, regarde, on revient juste un peu en arrière. Ce qui est intéressant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie densité. C'est-à-dire que là, tu as Bard avec Boudaoui. C'est pas où c'est Bouanani, non, ça doit être Bounani. C'est Bouanani. C'est Bouanani avec Boudaoui, Ndombele, tu as Shaw qui va presser, et bien sûr, tu as Guessant en point. Donc, tu as quasiment, sur une phase de 6 mètres, tu as 6 joueurs niçois qui veulent à tout prix récupérer le ballon dans une zone dangereuse. Tu vois, c'est une vraie prise de risque. Et est-ce que tu penses qu'il va faire ça au Vélodrome ? Ce serait la bonne idée, ce serait logique de le faire, surtout en allant sur Brassier, tu vois, qui a énormément de mal à la relance depuis qu'il est arrivé. Est-ce que tu le tentes ou pas ? Alex, c'est toi le coach. Alors, moi, je suis youtubeur. Je vais rester à ma place. Après, oui, forcément que nous, on a toujours envie de voir une équipe conquérante, une équipe qui va de l'avant, qui prend du risque. Mais après, encore une fois, moi, je préfère un match qui soit bien travaillé. Je sais que, par exemple, beaucoup ont détesté ce qu'on a pu voir sous Farioli la saison dernière. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était le travail d'un coach qui réfléchit. C'était peut-être pas toujours très beau à voir jouer, je veux bien l'entendre, mais c'était quelque chose de cohérent, c'était quelque chose de travaillé, et c'était quelque chose d'efficace. C'est un jeune entraîneur qui a débarqué, première saison en Ligue 1, il arrive sur le tard comme ça, avec un effectif qui n'était pas forcément taillé pour lui. On n'allait pas en plus lui demander du beau jeu. Là, c'est la même chose en fait. Je peux pas demander à Francaise, qui a eu un effectif constitué sur le tard, d'arriver et d'imposer sa patte directement, d'avoir des joueurs, avec des joueurs qui plus est, qui ne sont pas à 100% physiquement, lui dire vas-y, joue comme un fada, comme vous dites si bien, au Vélodrome. Sur un malentendu, ça peut passer, quoi, tu vois. Non, cette pseudo noblesse de je préfère mourir en donnant tout ce que j'ai, même si c'est absolument pas réaliste, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle. On appelle ça Igor Tudor. Mais en fait, Francaise l'avait fait avec Lens au Vélodrome, ce qui avait choqué quelque part Sampaoli, qui l'avait obligé à changer quasiment toute sa vision de la Ligue 1 après cette défaite face à Lens,
où il s'était rendu compte qu'athlétiquement, la Ligue 1, ben, en fait, c'était incomparable sur quasiment aucun championnat en Surtout Europe. par rapport à la Liga. C'est pour ça. c'est- Je critique pas la Liga parce qu'on a beaucoup de choses à envier à la Liga également. Ah oui. Hein. Mais alors sur le plan physique, je pense que les Espagnols là. Ah, mais j'aime à dire que le championnat de France, certes, c'est pas le meilleur, ça, je pense que personne ne dira l'inverse, mais que c'est peut-être le plus dur ou un des plus durs en fait pour jouer. Et on veut pour preuve la grande quantité de très bons joueurs de ballon qui se sont ramassés, qui sont venus, des joueurs comme Fabregas par exemple. Alors c'est vrai que beaucoup sont arrivés en fin de carrière, peut-être, mais s'ils n'avaient pas des jeux énergivores, donc ils auraient pu imposer leurs pattes dans un système très technique. Et tous ces joueurs-là, ils n'ont pas existé. Et nous, avec Bilal à l'époque, quand Fabregas ici à Monaco, en début de saison, avant d'avoir vu un seul match, on a dit Fabregas, jamais ça marchera. Jamais ça marchera. Le championnat de France, il faut vraiment avoir une technique au-dessus. Nous, à l'OM, on a eu Lucho González. Je crois que vu de l'extérieur, tout le monde pense que Lucho González a été une réussite énorme à Marseille. C'est pas une réalité. Lucho González, il a énormément galéré au début. Gerson, je ne sais pas si tu te souviens, quand il arrive à l'OM, c'est très compliqué, Gerson, pour s'adapter. Et là, il y a un joueur qu'on vient de recruter qui s'appelle Valentin Carboni. Sur les premiers matchs, on sent qu'il a quelques difficultés aussi à appréhender ça. Donc voilà, le championnat de France est très, très, très dur physiquement. Et c'est une caractéristique qu'il faut prendre en compte. Et Alex, c'est un joueur, bah tiens, on a fait un focus sur lui, qui représente parfaitement la Ligue 1, qui quelque part était le remplaçant de Terence Moffi, mais qui, pour nous, j'ai voulu faire un focus sur lui parce qu'il réalise un début de saison où il est vraiment l'homme qui est le plus attractif au niveau de l'attaque, c'est-à-dire qu'il touche énormément de ballons. Juste avant de te mettre la vidéo, je voulais te montrer quelque chose d'important, c'est la heatmap d'Evan Guessant, et tu le vois, il touche énormément de ballons dans le rond central, dans le cœur du jeu. Il vient énormément décrocher, et donc la vidéo qu'on va mettre avec Naïm sur Evan Guessant, eh ben, en fait, elle te montre toute sa panoplie, toute la panoplie du joueur qu'il a. On va juste la remettre, Naïm, je suis désolé, je sais, je t'ai gâché ta vidéo, mais on le voit sur... Donc là, on voit Jean-Charles Taudu, pardon. On voit Dante qui cherche à trouver Guessant. Guessant, il arrive à se sortir d'un pressing avec 2 défenseurs sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur, sous pression, de garder le ballon. Il a la qualité athlétique, sous pression, de garder le ballon. Et là, il a même la qualité sur ce début de saison. Attention, je précise bien sur ce début de saison parce que c'est pas ce qu'il faisait l'année dernière. Ou peut-être pas assez. La saison dernière, ils n'avaient peut-être pas assez l'opportunité. Ça, tu nous le diras. Mais même quand il sort de son pressing, il a la lucidité. Et là, sur cette action, il lance parfaitement Mohamed Ali Chaud. Il a grillé ses 2 défenseurs. Il trouve une zone parfaite. Mohamed Ali Chaud qui a la possibilité même de piquer sa balle. Il la pousse un chouïa trop. Et finalement, le défenseur angevin revient et arrive à lui enlever le ballon. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a assez choqué sur le match de Toulouse et sur le match de Angers. Là, on voit sur le 4e but niçois. Le 4e but niçois, il se le fait tout seul. Hein. Oh, il se l'invente. Il se l'invente. Hein. Ah oui. Il cherche l'appui avec Boudaoui, double 1-2. Il se retrouve, voilà, on voit la remise en 1-2. Il est bon aussi en appui, dos à la cage. Il arrive à jouer, à faire jouer son équipe. Là, il est dans un entonnoir. Il y a 4 joueurs sur lui, 4 angevins. Et il se retrouve à réussir à sortir de ce pressing et frappe pied gauche, petit filet. Et là, je me dis, mais Alex, qui est ce joueur? On l'a pas vu la saison dernière. Il nous vient de où? Vous l'avez vu quand même, il vous a mis un pion. C'est vrai. Vous l'avez vu, vous êtes bien placé. Il a mis une tête sur un corner. C'est sûr que c'est pas la même démonstration que face à Angers d'un point de vue technique, ça on est d'accord. Non, mais blague à part, effectivement, l'année dernière, il avait un rôle un petit peu plus secondaire, puisqu'il y avait Terem Moffi qui a coûté quand même entre 25 et 30 millions d'euros, qui est passé devant lui. Il y a Gaëtan Laborde, qui a coûté une vingtaine de millions d'euros également, et qui a le plus gros salaire du club. Hein, donc forcément, il y a des impératifs qui font que Gaëtan Evan Guessant... C'est le plus gros salaire du club. Ouais, gros craquage d'Ineos à l'époque. Incroyable. Quand ils nous ont annoncé un projet PSG, ils ont sorti le chéquier, mais un peu n'importe comment. Bref, et encore aujourd'hui, on se retrouve avec des gros salaires un peu ahurissants, type Sofiane Diop, Gaëtan Laborde. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais ça me fait plaisir que vous ayez remarqué Evan Guessant, même si j'imagine que son doublé aide bien à ça. Parce que Evan Guessant, c'est un joueur qui est assez décrié chez nous. C'est pour beaucoup de supporters, c'est pas assez bien.
Parce que beaucoup restent sur cette idée qu'on a un milliardaire à la tête du club, donc forcément, on devrait nous amener le nouveau Haaland, hein, tu vois. On connaît ça, on a l'habitude, nous, à Marseille, ça. Oui, c'est le Sud, hein, on a les mêmes. Et alors que on a un jeune de la formation qui aime le club, qui, selon certaines rumeurs, aurait même refusé une offre de Pablo Longoria cet été. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, Voilà. on n'était pas au courant. C'était une très bonne idée, je l'aurais validé grandement. Ouais, Lille également était dessus, mais finalement Nice a réussi à le prolonger. Parce que Evan Guessant, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, il était où l'année dernière? On ne le voyait pas faire tout ça. Bon, d'une, il y a un contexte tactique qui est évidemment différent. Il y a plus de présence offensivement. C'est plus facile pour lui de combiner avec d'autres attaquants. Parce que ces décrochages incessants, il les faisait déjà aussi l'année dernière sous Farioli. Et Guessant, l'année dernière, mine de rien, même avec la concurrence de Mofi, même avec la concurrence de Laborde, il arrivait à avoir du temps de jeu. Parce qu'au final, il se montrait très souvent décisif, ou même s'il ne marquait pas, il proposait beaucoup dans le jeu, ou il se créait beaucoup d'occasions. Mais le problème, c'est que Guessant, il doit encore progresser. C'est-à-dire que sa première touche de balle n'est pas toujours très bonne, et c'est surtout sa finition. En fait, s'il avait un meilleur sens de la finition, je pense qu'il serait déjà plus chez nous, en fait. Parce qu'il a vraiment beaucoup de qualité, ce jeune-là. C'est quelqu'un qui a, en plus, qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, qui a fait un prêt notamment du côté de Lausanne, qui a accepté d'avoir des rôles de super sub pendant longtemps. Cette année, c'est son année. Avec la blessure longue durée de Terem Moffi, la blessure longue durée de Gaëtan Laborde, il doit saisir cette opportunité. Il a bien fait la dernière fois contre Angers, ça s'était moins vu sur les 2 premières journées. Et là, il va falloir qu'il enchaîne très rapidement parce que Moukoko est arrivé. Il me fait penser, Naïm, avant qu'on bascule sur il me fait vraiment, et sa trajectoire, je le vois finir en Allemagne, moi, mais sa trajectoire me fait penser un peu à Seydou Guirassy, tu vois, qui était un joueur qui à Rennes vivotait, rentrait, tu voyais qu'il pouvait peser, mais finalement, il n'avait pas la lucidité devant la cage. Et le championnat allemand qui permet à ce genre de profil-là d'avoir énormément d'occasions. Et je pense qu'il a un très gros potentiel, qu'il n'a pas encore développé de son potentiel, mais tu sais que ça peut vite, sur une saison, un attaquant en confiance qui marque des buts, qui est décisif, tu peux vite te retrouver avec un joueur qui peut empiler les buts. Hein. Ouais, c'est clair que l'Allemagne, ça lui irait bien. Plus ouvert. Ouais, c'est beaucoup plus ouvert. On le voit avec un profil comme Colomoni. Clairement, qui a beaucoup plus de difficultés, même s'il avait été très, très bon avec Nantes. Pour les attaquants, c'est plus vers l'Allemagne. Mais Alex a dit un truc très important et que nous, on avait remarqué contre Angers, c'était l'inefficacité devant le but. Michaud s'est montré quand même assez maladroit. Il rate une occasion énorme à un moment donné, quand après un bon décalage, il est vraiment tout seul devant le gardien. Ils ont eu pas mal de situations en première mi-temps aussi. Qui ont été mal gérés. Et Guessant, justement, autant il nous a impressionné dans le jeu, vraiment. Moi, je n'avais pas du tout ce souvenir-là de ce joueur-là. C'est Bilal qui me disait, après le match contre Toulouse, je disais, il est quand même pas mauvais. J'étais encore un peu sceptique. Et après Angers, ça m'a convaincu. Mais par contre, on l'a vu contre Angers, il peut manquer de spontanéité, en fait, dans la surface. Il y a 2 fois où il se fait rattraper parce qu'il enchaîne pas assez vite. Donc ça j'espère... pour nous, en tant que Marseillais, que ça jouera pour nous, parce que je pense que des situations, ils en auront au vu de notre système de jeu. Et c'est vrai que ça peut être comme un petit défaut. Et en parlant de petits défauts, c'est la dernière vidéo qu'on voulait montrer. C'était justement, on disait le pressing, pas pressing, est-ce qu'ils le font? Eh bien, s'ils le font, en tout cas, il faudra qu'ils le fassent bien, parce que là, d'entrée de jeu, vous voyez, 53 secondes, c'est le début du match contre Angers. On va avoir un pressing qui est totalement... C'est pas qu'il est désynchronisé. Jusqu'à présent, ils sont bien positionnés. Ils sont 4 pour 4, pas de passe facile. S'ils cherchent le long, Klose est très proche. Sauf qu'il y a un joueur dans l'axe qui va pas être suivi et qui va pouvoir être touché. Et cette action, elle va finir en situation de l'autre côté pour Angers. Et en fait, c'est ce qu'on se disait avec Bilal. Ce joueur-là, du coup, qui c'est qui le prend? Est-ce que c'est Melvin Barr qui doit basculer alors qu'il est arrière-gauche de base? Donc, c'est peut-être la faiblesse un petit peu de ce système avec les latéraux très hauts quand il va falloir aller presser de cette manière d'un côté. Donc, encore une fois, je répète, moi, je suis vraiment pas persuadé qu'on voit énormément d'actions comme ça contre l'OM, mais ça sera aussi peut-être des choses à surveiller parmi les différentes clés du match. C'est si Nice se met à presser, il faudra qu'il le fasse bien, parce que nous, en termes de sortie de balle, on a quand même des qualités qui sont largement supérieures à Angers.
Ouais, et Alex, je comprends mieux quand tu me dis, on verra, on t'a fait une proposition des compos de match. Je peux comprendre maintenant pourquoi tu me dis, est-ce qu'on passera pas à 3 au milieu de terrain? Parce que ça peut être, je vais pas dire suicidaire, mais ça peut être dangereux, parce que une situation comme on vient de voir, tu touches Højbjerg, et après Højbjerg va chercher Greenwood dans un contre un, lancé face à Dante, ou tu peux te dire qu'il peut se passer des choses très dangereuses. Donc, c'est pour ça que. Déjà face à Angers, avec Bombito dans l'axe, parce que Bombito, il a été recruté pour notamment une de ses grandes qualités, c'est qu'il est extrêmement rapide. C'était le défenseur le plus rapide de MLS. Il va très 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 vite. Et même comme ça, quand Dante s'est fait prendre dans le dos, il est arrivé en retard et ça a donné penalty. Là, il n'est pas là. Donc tu te retrouves avec Youssouf, qui va jouer dans l'axe. Qui va certainement jouer dans l'axe, mais qui n'a pas de grande pointe de vitesse. Il est peut-être même un poil lourd. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a une charrette au cul, mais il est quand même un petit poids lourd. C'est pas forcément lui qui va colmater le plus facilement le manque de vitesse, en tout cas de Dante. Ou alors ça va être Abdelmonem, pour une première titularisation dans un nouveau championnat, lui qui débarque d'Égypte, ça risque d'être compliqué. Et puis c'est vrai que lors de sa présentation, ils nous ont vraiment dit qu'il était venu là pour jouer soit axe gauche, soit axe droit de la défense, et pas dans l'axe. Donc oui, là je vois votre composition, je pense que ça, au niveau de la défense, je pense que ce sera ça, quoi. Ou alors peut-être Antoine Mendy, parce que c'est vrai que Abdelmonem, on nous a expliqué qu'il sortait d'une énorme saison en Égypte avec un énorme enchaînement de matchs. Il n'a pas eu de trêve, il n'a pas eu de vacances, rien du tout, et qu'il était un petit peu fatigué. D'ailleurs, il a même dû négocier avec sa sélection pour pouvoir rester à Nice, pour pouvoir souffler un petit peu justement. Donc potentiellement, on revoit Antoine Mendy titulaire axe droit, c'est possible aussi. C'est possible de doubler le couloir droit. Finalement, parce que Mendy il joue aussi piston. À la base, il joue latéral, il joue même piston, Antoine Mendy. Je l'ai déjà vu prendre le couloir assez régulièrement, non? Alors, arrière latéral, oui, c'est un arrière latéral. Oui, mais il est quand même assez grand, assez costaud. C'est pas non plus le mec qui va se projeter comme pourrait le faire un Jonathan Klaus. Il le fera pas avec autant d'aisance. Et j'ai peur qu'il manque un petit peu d'explosivité pour se retourner en phase défensive. J'ai peur que ce soit trop sur le terrain pour lui, le rôle de piston. Contre Angers, il rentre en tant que piston. Mais bon, Nice menait déjà au score. C'était une fin de match à gérer. Bon, c'était pas particulièrement... 10 contre 11 aussi. 10 contre 11. Ouais. Et du coup, c'est qui vraiment le remplaçant de Jonathan Klaus? Parce que s'il fait la même chose que chez nous, en revenant d'équipe nationale, normalement, c'est 30 minutes maximum. Hein. 30 minutes, il demande le changement. On est mal barré parce que là, techniquement, son remplaçant, c'est un jeune de la formation qui s'appelle Tom Louchet, qui avait été lancé par Farioli l'année dernière, qui a montré de belles choses, mais qui est blessé. Alors, je ne sais pas s'il est revenu de blessure entre-temps, mais en tout cas, bon, sa préparation, son début de saison a été quand même assez tronqué. Ou sinon, Antoine Mendy. Et en parlant de blessure, qu'est-ce qui se passe à Nice? C'est une hécatombe parce que... Ah oui, c'est hécatombe, ouais. Laborde, Sanson, finalement, sur cette image, tu as potentiellement 6 titulaires. S'ils sont remis de leur blessure, entre Mofi, Laborde, Sanson. Bombito est suspendu. Bombito est suspendu. Mais Boudaoui, là, c'est blessure en torse du genou. Hein. Boudaoui, on a pour 6 semaines. Boudaoui, c'est notre problème avec lui, en fait. C'est que c'est un joueur très, très doué qui a des qualités vraiment énormes. Ouais. Vraiment, il est très bon à la récupération. Techniquement, il est très très propre. Vraiment, il est capable de jouer dans des tout petits espaces et de se sortir de la densité avec une aisance assez incroyable. Et il est polyvalent, vraiment. C'est un joueur, mais c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça. Mais le problème, c'est qu'on y a le droit 3 mois dans l'année. La plupart du temps, il est blessé. Donc, on est assez frustré. D'ailleurs, le club semblait en avoir marre également et a essayé de s'en séparer l'été dernier. Ils n'ont pas réussi à trouver preneur. Il est resté. Au final, il nous a fait une prépa assez exceptionnelle sous Francaise. Donc, du coup, il a regagné une place de titulaire. Premier mois de compétition, il est le joueur du mois. Et paf, blessé. Voilà, c'est l'histoire d'Hicham Boudaoui à l'OGC Nice, malheureusement. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à avoir une saison pleine à 100% de ce garçon. Et c'est un grand regret. Parce que sinon, toutes les qualités sont là. Après, bon, Terem Mofi, bon, bah voilà, grosse, je sais plus exactement l'origine de la blessure, c'est quoi? C'est les croisés? Oui, c'est les croisés. Ça aussi, c'est du grand art, hein, parce qu'apparemment, il avait une faiblesse au genou depuis très longtemps et qui avait été déjà détectée à la visite médicale. Mais ils l'ont quand même signé pour 30 millions d'euros. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'était la course avec l'OM, hein. Je pense que ça y a joué, hein, que c'était la course avec l'OM pour l'acheter à ce moment-là. Et peut-être qu'ils ont dit, bon, bah ok, ouais, c'est pas grave, on a revu.
Ouais, il fallait aller au bout, quoi. Gaëtan Laborde, bon, bah, c'est la tuile. Sofiane Diop, c'est comme Ishan Boudaoui, voire pire, vraiment, il enchaîne blessure sur blessure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il Et revient là. Morgan, ouais, là, il revient, revient. mais bon, voilà, il n'a pas vraiment fait de prépa. Il jouera peut-être 15 minutes en fin de match, grand max, quoi. Et Morgan Sanson, Morgan Sanson, lui, il y a pas de, c'est pas une habitude ou quoi que ce soit, c'est comme Gaëtan Laborde. Bon, là, c'est juste des tuiles, quoi, pas de chance. Ouais, pas de chance. Et finalement, ça te donne un 11 de départ, certes, qui est convenable, j'ai envie de dire, et je comprends mieux pourquoi tu me dis peut-être qu'on sera quand même bloc bas, parce que même sur le banc, il y a hormis Moukoko devant, vu les absents, tu as très très peu de solutions. Si un joueur se blesse dans ce 11 de départ, On a qui sur le banc, là, de mémoire, si je prends cette équipe-là et je prends les remplaçants, tu l'as pas noté Antoine Mendy, non, j'ai pas, mais Antoine Mendy, Moukoko et le reste, c'est pas des joueurs, tu vois, rompus Comment il s'appelle celui qui était à Angers d'ailleurs, pas mauvais aussi. Tu as Bonani là, Bonani aussi qui est sur le banc. Tu as Brahimi, Brahimi. Bilal Brahimi est parti. Il est parti ? Bilal Brahimi est parti. On a recruté par contre Ali Abdi, un international tunisien qui jouait au Stade Malherbe de Caen, qui apparemment a été plusieurs fois élu meilleur arrière-gauche de Ligue 2. Mais bon, nous, on le connaît. Vous l'avez vendu quand, Brahimi, là, tout à la fin du mercato ? Ouais, même pas. Ça s'est fait genre il y a quelques jours, je crois. Ah, d'accord. Okay. On l'a prêté à un petit club, je sais plus, je crois, en Belgique ou je sais plus exactement. Ils attendaient justement. En fait, on attendait le départ de Jordan Lotomba pour pouvoir faire signer Ali Abdi. Et du coup, vu qu'Ali Abdi a signé, du coup, ils se sont séparés de Bilal Brahimi qui rentrait pas forcément dans le schéma tactique de l'Est. Brahimi, c'est plutôt un ailier gauche qui a quand même pas mal de lacunes d'un point de vue technique. Et ils se sont dit, au pire, ça aurait pu faire un piston gauche de dépannage, quoi. Mais bon, c'était pas une solution très, très, très crédible. Il est parti ils ont tenté un Saint-Tron. truc à Saint-Tron, voilà. En Belgique, ouais. Il est parti à Saint-Tron, en Belgique. Mais pourtant, il a mis le but de sa carrière contre nous, tout simplement. C'est ça. Ouais. Oui, alors là, c'était une période, là, sous Didier Digard, où vraiment, il a eu un mois ou deux. Il s'est métamorphosé, mais bon, ça ne s'est jamais confirmé, malheureusement. D'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote, elle est assez drôle. Donc, Bilal Brahimi qui arrive au mercato d'hiver lors de la saison, alors je ne sais plus exactement les dates, mais c'était la saison où on était coaché par Christophe Galtier. Et à la mi-saison, on luttait pour les premières places. C'était l'époque encore avec Justin Kluivert notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'on vous bat. En Coupe de France, 4-1. 4-1. Je me souviens. Et d'ailleurs, un autre joueur qui a fait le match de sa vie ce jour-là, ce Kluivert depuis. C'est vrai que ça ne se confirme pas, le pauvre. Et c'est vrai que nous, à cette époque-là, il y avait un peu ce truc, il faudrait peut-être mettre un peu plus d'argent pour peut-être aller, pourquoi pas aller chercher sur un podium, pourquoi pas un titre miraculeux, ça aurait pu être sympa. Et on propose du coup Julian Alvarez à Christophe Galtier qui refuse. Et on se retrouve avec Bilal Brahimi. Si je peux te rassurer, on a tous vécu des transferts où il y a un monstre de venir. Garcia a refusé Haaland quand même. Rudy Garcia a refusé Haaland. La plus belle, c'est quand même Deschamps qui n'a pas pris Luis Suarez parce qu'il voulait absolument son Luis Fabiano et il n'a pas pris non plus Luis Fabiano finalement. Ni l'un ni l'autre sont on a tous connu des. Il a eu Jiménez et Mendoza. Non, c'était pas Deschamps à l'époque. C'était Gignac ils ont pris Gignac et Rémy pour 30 millions d'euros ou 35 millions d'euros les deux, ce qui fait à peu près aujourd'hui 100 millions. Quoi. À la louche. En tout cas, Alex, ton petit pronostic. Tu dis quoi? Est-ce que je te sens pas? Je te sens vraiment te dire, je mets le bus. Hein. Moi, je vois un Alex qui met le bus. Hein. Je dis pas que je pense pas que Hez soit du genre non plus à mettre vraiment le bus. Je sais pas si c'est vraiment dans sa manière de jouer, honnêtement. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça avec le RC Lens, donc j'irais peut-être pas jusqu'à dire match fermé comme pas possible. Je dis juste qu'il va pas forcément prendre trop de risques, un peu comme on l'a vu à Angers. Mais pour autant, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit une opposition de style qui nous donne un match avec quand même pas mal de buts. Vous qui êtes tout feu tout flamme en ce moment, qui êtes assez offensif, qui avez les moyens de nous contrecarrer dans les sorties de balles notamment. Nous qui prenons... Enfin, on a quand même montré de la qualité sur les attaques placées, sur coup de pied arrêté également. On marque des buts quand même depuis le début de la saison, mais on en prend aussi. Moi, je suis pessimiste pour le coup.
Vous me demandez un pronostic, pas un souhait. Non, Je un précise. pronostic, un prono. Mais un pronostic, très sincèrement, moi je verrais une victoire de l'OM, peut-être un 3-1, 3-2, un truc comme ça. Naïm? Ouais, il va y avoir plusieurs clés du match, hein, vraiment. Je crois que la principale sera peut-être qui va plonger dans le dos de qui, entre Merlin et Klose, puisque ce sont les deux côtés forts, en fait. Hein. Nous, le côté fort dans la construction, c'est à gauche avec Merlin et Lucien Riquet. Eux, de leur côté, on l'a vu avec Klose qui se projette énormément. Donc, ce sera une des clés du match. J'espère vraiment une victoire. Je pense que ça ne va pas être un match facile. Moi, je pense vraiment qu'ils vont se bloquer au milieu du terrain, qu'ils vont laisser peu d'espace et que Boga et Alicho peuvent faire très, très mal aux pertes de balles. Mais bon, je vais dire une victoire 2-0 avec un but de Greenwood et un but de Mopé, tiens, en rentrant. Alex, je sais que là, ça c'est vache. Moi, je vais être. Vous étiez sympa jusque-là. Vous avez tout gâché, quoi. J'ai bien. En plus, Alex, je vais t'envoyer par message la vidéo de Neil Maupay qui nous parle de l'OM, du plus grand club de France pour un joueur formé à Nice. Ça c'est le violon qu'on aime. C'est le violon. Je pense qu'ils l'ont tous appris par cœur. Oui. Dans l'obligation de le dire. Moi, je vais être un peu différent de ce que vous proposez. Moi, je vois vraiment un match avec beaucoup de buts, parce qu'on a affaire à deux défenses vraiment très moyennes, voire très faibles, et à deux attaques vraiment. J'ai proposé un 3-2. Hein. Ouais. Je pense que moi, je vois bien un 4. Je vais pas dire un 4-2 ou un 5-4, mais je vois vraiment beaucoup de buts au Vélodrome. Et je reste persuadé que. Alors, tout dépend. Si Nice ouvre le score, ça risque d'être un peu difficile pour l'OM. Mais je vois vraiment un festival de buts. Et je reste convaincu qu'on va avoir droit à un match qui sera peut-être le premier beau match de Ligue 1 avec énormément de buts. Parce que c'est. Il y a eu Lyon-Strasbourg. Ouais, Lyon-Strasbourg, ouais, mais c'était pas prévu que ce soit. T'as pas que des top players sur le terrain. Là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de très bons joueurs sur le terrain. Et je pense qu'il va y avoir énormément de buts dans ce match. Ça va finir à 0-0 à la fin. Hein. Après, souvent, quand on s'emballe, on dit ouais, c'est un match, il va y avoir des buts, c'est sûr. C'est là que je trouve qu'un 0-0 flingué, hein. Ça, c'est quand même classique. Hein. Après, on vient de faire 1 heure d'analyse tactique pour savoir comment ça va se passer, etc. Mais la réalité de ce match, c'est combien de ballons on va toucher Greenwood dans les 20 mètres adverses. Et là, on saura combien de buts on va marquer. Quoi. On a un joueur qui est tellement chirurgical dans le dernier geste que c'est beaucoup de choses. J'en ai vu une qui s'est envolée quand même très très haut en tribune contre Toulouse. Chirurgical, bon, je ne confierai pas mon genou non plus. Hein. Elle a bombé juste avant. On a un angle très précis qui te le montre. Ça va, tu sais qu'Alex, on a connu des très grands joueurs qui nous ont fait rêver, qui ont fait lever le Vélodrome. Et on aime s'enflammer à l'OM, bien évidemment. Sinon, c'est pas l'OM. Quel intérêt si on devait se baser que sur nos titres et sur nos victoires, on s'enflammerait plus du tout. Mais là, on a une sensation avec Greenwood, nous qui avons subi Kylian Mbappé avec Paris, qui nous a tellement violentés au Vélodrome. Mais en fait, c'est la réalité. Nous, supporters de l'OM, on a souffert pendant 10 ans, quasiment. Là, on a un joueur qui nous fait penser exactement à Kylian Mbappé, non pas dans le style de jeu, mais vraiment dans ce côté chirurgical où, même quand tu es dans une situation compliquée, il va marquer. En fait, donne-lui un ballon, il va marquer. Les qualités sont indéniables, ça c'est clair. Droit, en plus, gauche. Il s'adapte de suite. Bon, effectivement, si là on s'emballe pas, tu t'emballes jamais. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un, dans mes vidéos, j'appelle à être nuancé, tout ça. Après, il y a un moment donné, bon, là, quand tu vois un démarrage comme ça, après, évidemment, il y a un effet de nouveauté. Peut-être qu'au fur et à mesure des journées, les clubs adverses auront mieux étudié Greenwood, auront mis un petit peu plus de plans pour le contrer, tu vois. Bon, mais clairement, de toute façon, on le sait, Greenwood, de toute façon, on le sait que le problème, il a toujours été extra sportif. On va pas revenir dessus, tout le monde est au courant. J'ai pas envie de jouer les pères la morale, mais on le sait que le problème, il a toujours été extra sportif. À Retafe, pareil, ils l'ont surkiffé là-bas. Ah ouais. Oui, mais je suis pas sûr que les gens avaient vraiment la notion de qui était Greenwood en termes de joueur. Tu vois, tu dis on le sait, je suis pas certain. Ça dépend de qui on parle. Si on parle du très grand public qui regarde un match de temps en temps, peut-être qu'ils connaissent pas Greenwood, effectivement, vu qu'il n'était pas un titulaire à Manchester United. C'est pas comme si vous aviez signé même Rashford, le supporter moyen. Tu vois, même le supporter moyen. Je pense, moi, j'ai énormément de monde qui savait que c'était un bon joueur, un futur prometteur, ça, mais ils ne savaient pas qu'il avait cette qualité de finition hors norme. Tu vois, je pense que ça reste quand même une surprise pour pas mal de monde. Et bon, espérons que ça continue, parce que le but qu'il met contre Toulouse, c'est l'illustration de tout ce qu'on vient de dire. C'est match difficile, un peu cadenassé, l'adversaire pourrait prendre confiance, et il met un but que je ne vois pas quel autre joueur de Ligue 1 peut le marquer, ce but-là.
Evan Guessant. Evan Guessant. Peut-être Evan Guessant, mais j'espère pas. En tout cas, merci Alex. On s'est régalé, bien évidemment. Ça, on n'en doutait pas. Alex, moi, j'ai envie de te souhaiter le meilleur du monde après samedi soir. D'accord. Laisse-nous juste après samedi soir. On va se régaler. J'espère que si tu voyages et que tu viens, on t'amène quand même au Vélodrome, mais en mode vraiment avec les supporters de l'Olympique de Marseille, tu vois, un petit peu pour te faire découvrir un peu une ambiance un peu électrique. J'ai déjà fait quelques déplacements au Vélodrome à l'époque, avec la Brigade Sud notamment. J'ai quelques souvenirs du Vélodrome. D'une époque, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, je sais pas si ça s'est assagi ou pas au Vélodrome, mais à cette époque c'était quand même très très chaud. On était accueillis à coups de galets en tribune. Bon, j'ai une bonne image de ce que peut être le volcan du Vélodrome. T'inquiète. Non, ça honnêtement, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était vraiment il y a 20 ans en arrière. On est des anciens. Ouais, bon. Je sais, alors il y a peut-être des gens qui me connaissent pas, c'est vrai que je sais, on me fait souvent la remarque, ça se voit peut-être pas forcément à ma tronche, mais oui, je vais faire 37 ans là dans quelques jours. Voilà. C'est le Japon, ça conserve. C'est ça, c'est les sushis. C'est les sushis. En tout cas, voilà, encore une fois, Alex, merci à toi. Avec plaisir. On conseille à tous nos auditeurs, les amis, vous vous abonnez, vous cliquez, vous likez. Vous savez, nous, on démarre à peine sur YouTube et on se la régale. On a la chance d'avoir des personnes qui nous suivent et qui se régalent de ces vidéos tactiques. On vous retrouve bien évidemment pour l'après-match. Il y a la conférence de presse qui arrive. Il y a pas mal de choses qui vont se passer encore cette semaine. C'est l'Olympique de Marseille. Et il y a un joueur, on n'en a pas parlé, mais je vous l'annonce, ce sera le meilleur joueur de Ligue 1. Il est de retour face à Nice. Et tu vas le découvrir, il s'appelle Ismaël Koné. Je sais, on est Marseillais, on s'enflamme, mais on peut te dire qu'on a un top prospect. Et je pense moi, celui qui me plaît beaucoup chez vous, pour le coup, en tant que prospect, c'est Carboni. Ah ouais. J'ai peur pour la Ligue 1. Carboni à Ligue 1, j'ai peur pour la Ligue 1. Moi, il a un petit côté 10 à l'ancienne qui me fait kiffer. Moi, il me fait penser à Johan Gourcuff. Tu vois, quand je l'ai vu jouer, le Gourcuff, tu vois, le Gourcuff en forme de Bordeaux. Hein, pas celui de l'infirmerie. Oui. Ah, c'est de l'infirmerie, mais il a ce côté grand, costaud et qui a une qualité technique hors du commun, qui voit le jeu rapidement. Mais la Ligue 1, c'est athlétique. Ouais. Koné, je connais pas encore, mais Carboni, pour le coup, justement, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, donc du coup, j'ai un peu potassé le sujet. Ce qu'il a fait à Monza, ça me plaît bien. Ah mais écoute, hein, j'espère qu'il va le faire au Vélodrome et comme ça. Pas samedi. Non, pas. On espère encore. Merci à tous. Merci Naïm. On se retrouve nous samedi au Vélodrome, bien évidemment. On y sera. On sera dans les virages. Désolé pour ceux qui veulent nous voir en loge, les gars. C'est pas chez nous. Nous, on est dans les virages. On a besoin de vivre le match et on se retrouve dimanche matin pour l'après-match. À très vite et encore merci à tous.